c'est la première fois que quelqu'un élève un xénomorphe comme animal de compagnie. Wendy, chargée de son élevage, a déjà appris les bases du langage des xénomorphes et peut communiquer avec lui de façon simple. Mais après tout, le xénomorphe possède une agressivité extrêmement élevée. Qu'il fasse parfois de petites crises n'a donc rien d'étonnant. Avec suffisamment de patience, il sera peut-être... Le plus difficile, c'est que sa vitesse de croissance est incroyablement rapide. En seulement quelques jours, il atteint déjà la taille d'un adulte. Dans le laboratoire, les autres formes de vie sont prises en charge par une autre soigneuse, Lani. Bien que ces petites créatures viennent de l'espace, leur alimentation est étonnamment facile à gérer. Le monstre à œil unique parasite les moutons. Sa nourriture est donc son hôte. Il suffit de nourrir correctement le mouton avec de l'herbe pour rassasier le parasite. Le xénomorphe, en revanche, est bien plus compliqué à nourrir. Il est généralement servi en dernier. Vient ensuite cette créature extraterrestre qui ressemble à une plante. Comme prévu, elle est carnivore. Après l'avoir salué amicalement, Lani se tourne vers une autre espèce alien, un insecte qui Elle lui prépare quelques minerais métalliques, mais manque de chance, la trappe d'alimentation semble bloquée. En forçant un peu plus, elle arrache carrément la porte. C'est l'un des inconvénients d'un corps robotique. Difficile de bien doser sa force. Mais Lani ne veut pas que ces petites créatures meurent de faim. Elle décide donc de les nourrir manuellement. Elle entre le mot de passe sur l'ordinateur et ouvre la grande porte de la salle de culture. À côté, le monstre à œil unique observe la scène froidement, comme s'il préparait un plan maléfique. Lani, tenant un plateau, s'approche prudemment du compartiment. Elle cale la porte avec son pied, pose la nourriture et s'apprête à repartir. L'instant d'après, elle pense d'abord à une mauvaise plaisanterie du monstre à œil unique. Mais en se retournant, elle découvre que la porte est verrouillée. Habituellement, personne ne vient dans le laboratoire. Le responsable est en déplacement et il n'y a aucun système d'alarme à l'intérieur. Lani est prise de court. Son corps de synthétique est composé de métal et de matière organique. Elle n'a normalement pas à craindre les autres extraterrestres, mais ces insectes mangeurs de pierre et de fer sont différents. Elle espère malgré tout qu'après tant de jours à les nourrir, ils feront preuve d'un peu de clémence. Mais elle se trompe. Lorsque le liquide corrosif commence à agir, son corps se détériore rapidement. De la nourriture reste de la nourriture. Elle n'obtient jamais la moindre pitié de la part du prédateur. Le monstre à œil unique observe toujours la scène avec indifférence. Pendant que les insectes se mettent à manger, il se rend joyeusement vers une boîte repas pour grignoter de l'herbe. Le responsable regarde tout depuis le début sans intervenir. La loi de la sélection naturelle s'applique aussi aux robots. Chaque synthétique est équipé d'un traceur. Lorsque le signal disparaît, Arthur, le programmeur chargé de leur maintenance, remarque rapidement que quelque chose ne va pas. Bien qu'ils viennent d'être licenciés, après tant d'années de travail, il considère ces synthétiques comme ses propres enfants. Arthur se rend à l'endroit où le signal s'est éteint et tombe par hasard sur un autre synthétique. Une entreprise de confiserie a pris sa famille en otage pour le forcer à voler un xénomorphe dans le laboratoire. Ike cherche encore comment ouvrir la porte quand Arthur arrive de lui-même. Pour faire sortir le xénomorphe, il a justement besoin d'un corps humain afin que le facehugger puisse s'y implanter. Arthur, lui, ne se méfie pas. Il considère sincèrement ces êtres comme sa famille. Lorsqu'il ouvre la porte pour traîner le corps de Lani hors du compartiment, Ike s'approche discrètement et ouvre la cuve voisine contenant le facehugger. Le corps d'un synthétique est lourd et Arthur peine à le déplacer seul. Il s'apprête à appeler Ike à l'aide quand il remarque sur le côté un œuf de xénomorphe déjà ouvert. Un mauvais pressentiment l'envahit. Un bruit de chute retentit derrière lui. Arthur abandonne aussitôt le corps et se précipite vers la sortie. Mais la porte est verrouillée par Ike. Pour protéger sa famille, il n'a d'autre choix que de sacrifier Arthur. Le responsable observe toujours la scène via les caméras sans la moindre intention d'intervenir.
Tant que les échantillons restent sur l'île, ils demeurent la propriété de l'entreprise. Utiliser un employé licencié pour exploiter une dernière fois son utilité n'est pas une mauvaise affaire. X se force à rester calme. Sa seule option est désormais de satisfaire les exigences de la société Tengu et d'exfiltrer la larve de xénomorphe hors de l'île. Les conduits de ventilation du laboratoire lui permettront d'y parvenir. Mais alors qu'il transporte le parasite, il oublie de refermer la cuve des insectes. Dans un bourdonnement strident, plusieurs d'entre eux s'échappent et se dirigent vers les conduits. Même s'ils ne parviennent pas à sortir, il s'agit clairement d'un grave accident de laboratoire. Accident volontaire ou plan secret du responsable? Le grand patron de la société Shentung, lui, n'en sait encore rien.